ici, là, pour dire concrètement ce qu'on est en train de faire ces jours-ci. C'est qu'on définit les pistes, les grands axes, en fait, les enjeux qu'on a envie de creuser à partir de la carrière, comme si on dépliait un peu cette carrière-là et qu'on essayait de trouver les fils qui nous intéressaient. Donc il y a ça, il y a le rapport au mythe, tout ce qu'on vient de décrire. Il y a le rapport au temps, parce que le fait de creuser en fait, dans le sol, c'est aussi remonter dans le temps, comme vraiment le travail d'archéologue. Et la pierre, elle raconte les paysages qu'il y avait là avant aussi. Donc avec cette notion de strates, de couches, et de comment est-ce que plus on descend dans le trou, plus c'est des années en arrière. Donc ça, c'est vraiment une notion qui nous intéresse et qu'on a envie de creuser. Le rapport physique au paysage, parce que donc la carrière, c'est ce que tu disais, au début c'est des carrières qui ont été creusées par la main de l'homme, maintenant ça c'est beaucoup mécanisé, donc il y a tout le travail ouvrier qu'il a fallu faire pour extraire la pierre de ces lieux-là, et l'ambivalence, où nous on arrive comme visiteurs, on n'est pas des ouvriers, donc on a un autre rapport de fait à ce paysage-là, où c'est plus un lieu qu'on voit comme un paysage, alors que justement pour un travailleur il ne le voit pas de la même manière. Ça c'est quelque chose qu'on trouve intéressant aussi à explorer, ce décalage, et avec cette envie que je disais tout à l'heure d'amener les spectateurs vraiment à explorer le lieu et à pas juste le voir comme étant un paysage dans le sens de toile peinte, quoi, de vraiment rentrer dans cet espace-là, et même si on n'y travaille pas, et qu'on gardera toujours un rapport différent à cet espace qu'un ouvrier, mais de quand même le ressentir de l'intérieur, quoi. Pas juste comme simple regardant. Et sinon, il y a aussi l'idée que ce soit un lieu où on puisse s'échapper, et un lieu où on peut tout, comme un microcosme, un petit monde à part, et dans lequel tout est possible. Voilà. Ouais, du fait que ça soit un lieu, ça c'est vraiment le cas pour les carrières qui sont plus en activité, ce sont des lieux abandonnés en fait, qu'on a laissés là, et on n'y va pas, même pour s'y promener, c'est des lieux qui sont très peu visités, et du coup que ça peut être un espace autre, du coup, qui dit espace autre dit aussi espace des possibles, quoi. Et du coup, ou quelqu'un qui pourrait être s'échapper de notre monde, de notre société, qui pourrait parcourir ce terrain-là ou s'y installer. Et du coup, ça, c'est une des pistes aussi qu'on a envie d'explorer là. Mais aussi parce que ça raconte pas la même chose. Un lieu, une carrière en activité, c'est vraiment le lieu de la production, du travail, de la machine, et c'est surtout ce lieu-là, même s'il y a toujours ce côté grandiose, tout ça. Et là, le fait que ça soit plus en activité, du coup, ça raconte aussi autre chose. Et ces autres choses, je les trouve intéressantes comme fil à tirer. Et tout ce qu'on disait, par exemple, le lieu de l'échappée, je pense que c'est une carrière en activité, c'est pas tout à fait juste, parce que c'est avant tout le lieu du travail. Et c'est pas hors du... c'est inscrit dans un système où c'est à l'intérieur d'un fonctionnement, quoi. Il y a aussi quand même dans le rapport physique là, au paysage et au travail, il y a aussi cette question-là qui est quand même importante, c'est cette pierre, on la prend pour aller construire ailleurs, et on creuse pour monter, quoi. Donc ça, c'est il y a tout un truc sur la ville qu'on creuse et la ville qu'on monte. C'est le cas, c'est flagrant à Paris, par exemple, avec les carrières souterraines, où là c'est la ville miroir du dessous-dessus. Nous ici, c'est pas dans le même espace, il n'y a pas juste cette frontière du sol entre la ville du dessous et la ville du dessus, mais il y a quand même quelque chose de ça, on prend pour. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important, quoi, dans ce lieu. C'est très concret, en fait. Même si justement, quand c'est plus en activité, ça ouvre d'autres choses, d'autres champs, mais...
Tu travailles à froid, donc tu coupes, t'assembles, mais c'est pas comme les verriers souffleurs qui sont dans la matière. Là, faut anticiper le projet, dessiner, penser l'effet que ça va donner. Et avant de poser le vitrail, tu es dans une projection, parce que quand on va assembler les panneaux sur les tables, ça se lit par transparence, tu vois. Et donc voilà, t'es dans l'anticipation, dans la projection permanente, quoi. Et ça, c'est un peu frustrant de pas être dans la matière comme la terre. Sur ton tour, tu sens la matière, tu vois la forme que ça prend, tu rectifies tout de suite si ça va pas, ou le verre à chaud, c'est pareil. Et ça, c'est vachement intéressant. Et j'aimerais bien des fois... T'as plusieurs étapes, en fait. À la base, t'as le dessin, ensuite t'as le dessin à l'échelle, au 10e. Du dessin au 10e, on reporte le dessin à l'échelle sur carton. Ensuite, on calque le carton. Le carton, on le découpe pour former toutes les pièces les pièces de carton qui serviront à couper le verre. Une fois que la coupe de verre est réalisée, on passera à la mise en plomb. Ensuite, après la mise en plomb, il y aura la soudure. La mise en plomb, c'est quoi en fait? C'est le sertissage de chaque pièce et c'est le montage du panneau. Et la soudure pour la tenue du panneau. Tu soudes ton panneau à tous les points d'intersection et ton panneau se tient. Et ensuite, il y aura l'étape du masticage. C'est une petite pâte qu'on met sous les ailes du plomb, normalement pour étanchéifier le panneau et le rigidifier, et ensuite la pose. Donc voilà, les étapes, c'est ça, t'en as 5 ou 6, mais c'est vrai que la mise en œuvre et la pratique, entre l'énoncé et le faire, après c'est beaucoup de techniques. Le feu, c'est la transformation de la matière. Et justement, le verre vient du feu, sauf que moi, c'est une étape qui est déjà... qui est déjà pratiquée. Moi, je le reçois déjà, voilà, c'est ça, ouais, déjà fait. Le début, on est venu, on n'avait pas l'expérience, on avait peur même des fois de toucher au verre et tout ça. Maintenant, sortir le travail comme ça et le voir notre réalisation en face, ça fait plaisir. Vraiment. Faire quelque chose de A à Z. Ouais, puis c'est pas rien, quoi. Ouais. C'est beau, hein. Moi, j'imaginais pas qu'on nous fasse autant confiance sur la réalisation, qu'on soit autant acteur et qu'on nous donne autant de responsabilité, les rênes, quoi. Ouais. Ça, c'est bien. Parce qu'au début, vraiment, moi, dans ma tête, je me disais, c'est impossible, on pourrait jamais y arriver, quoi. Tout couper les verres, les mettre dans les plombs. Mais quand tu vois la réalisation sur les maisons ou sur les cathédrales et tout, tu te dis, je vais jamais y arriver. Mais venir jusqu'à là, le réaliser toi-même, faire les choses, les découpes, mettre dans les plombs, souder et tout, c'est un plaisir, quoi. Je voulais déjà avant, je ne savais pas pourquoi je m'intéressais au verre, je ne savais pas du tout pourquoi. J'étais là peut-être, je sais pas, parce que quand j'étais gamine, j'étais beaucoup dans les églises ou les trucs comme ça. Et je voulais travailler le verre. Et là, je suis sûre que je vais faire ça. Pour combien de temps, je sais pas, mais je veux me former en tout cas. Quoi. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce métier-là. Et du coup, je vais quand même essayer de voir d'autres choses dans les métiers d'art. Mais, Viens avec moi, ouais, on va monter une entreprise toutes les deux. Elles vont te faire concurrence. Ouais. Ennemi numéro 1, Alexis. Non, et du coup, ouais, c'est vrai, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce boulot-là. Ouais.
j'aime bien. Ouais, c'est chouette, tant mieux. Bah, c'est pas le métier de médiateur culturel qu'on retrouve dans les lieux d'exposition, dans les centres d'art, où là, on crée vraiment un lien entre le public et l'œuvre, à partir de l'œuvre. Là, c'est un travail où il faut faire du lien constamment en fait, entre différents secteurs, entre différentes personnes qui gravitent chacun dans leur petite sphère et qui ne se rencontrent pas forcément. Et comment on fait en sorte que les arts appliqués, l'artisanat, la création contemporaine soient un moyen de créer du lien entre toutes ces personnes. En fait, c'est ça, à tout. C'est autant présenter des projets à des travailleurs sociaux qui peuvent être dans le milieu culturel, hein, mais leur montrer que voilà, d'amener des jeunes sur un projet réalisation de vitraux, ça va créer des déclics chez eux. C'est aussi aller rencontrer les partenaires culturels ou les artistes et les impliquer auprès de ces jeunes sur des différents types de pratiques. C'est aussi aller à la rencontre de ces jeunes qui sont un peu fragilisés, qui ont un peu d'appréhension sur tout, de la crainte de devenir adultes. Et comment on va aussi les amener à s'impliquer dans un projet qui peut paraître pour eux un peu atypique, qui sort un petit peu des sentiers battus. Et donc voilà, cette espèce d'écartèlement un petit peu en fait, du métier de médiateur qui doit vraiment créer des liens en fait. Faire en sorte que les gens se rencontrent et qu'ils arrivent à créer des choses ensemble. Ce que je dis souvent aux jeunes aussi, c'est un travail d'équipe. Hein. On est dans l'horizontalité. Moi, je ne suis pas là pour leur dire non plus, enfin voilà, pour faire de la discipline ou des choses comme ça. Après, même s'il faut border, il faut les accompagner. Un peu du coaching aussi, quelque part, des fois, c'est ce que je me dis. J'essaie de les remobiliser parce que forcément, on crée des liens et moi, je deviens un point, un peu une référente pour eux, un repère dans les projets comme ça, qui peuvent aussi discuter de leurs difficultés. C'est des moments où je vais les ramener, où ça se fait toujours un peu dans l'intimité, où ils vont se livrer, mais ouais, sur la question de la confiance ou de l'estime de soi, des fois, c'est difficile d'entendre à quel point ils sont durs avec eux-mêmes. Mais c'est la jeunesse aussi, ça. Après, quand on commence à devenir adulte, on commence à avoir une plus grosse armure, à se défendre plus facilement aussi par rapport à notre société. On se crée ses armes. Mais là, ils sont en train de se les créer, en fait, et on les accompagne à se les créer, quoi. Donc c'est chouette d'être une petite graine comme ça dans un projet de vie, à un temps donné. C'est vraiment riche. Et voilà, c'est ce métier qui permet ça. Donc, comme quoi... Donc il y a vraiment une plus-value esthétique aussi. C'est pas, enfin voilà, c'est pas faire pour faire, c'est qu'il y a un sens esthétique qui est développé. Et ouais, non, c'est un très beau projet. Et puis les intervenants ont tous été très très bienveillants. La bienveillance, c'est très important aussi. Quand on travaille à tout, c'est très important d'être bienveillant. Quand on est arrivé il y a une semaine, on a cherché où établir le campement et donc on a beaucoup exploré les alentours et en fait on n'avait aucun lieu qui pouvait être à la fois plat pour planter des tentes, pas trop humide mais pas trop non plus ensoleillé et donc on a trouvé cet endroit derrière la grange là qui était parfait mais néanmoins c'était pas tout à fait une scène. Enfin, il nous manquait l'espace, il nous manquait la profondeur et du coup on a décidé d'habiter le campement et en journée d'aller travailler dans la forêt. Mais sans doute qu'effectivement à la fin l'idée serait qu'on puisse vraiment, enfin que la scène soit notre campement mais soit le campement qui soit dans la forêt.
Donc effectivement, on se partageait entre les deux lieux. Il y avait une espèce d'aller-retour permanent entre notre habitation et notre espace de travail, mais ce qui faisait du bien aussi, d'avoir une séparation entre les deux, parce que des fois être tout le temps plongé dans la fiction comme on l'est, en fait, on sait plus, ça s'épuise, on a besoin de se ressourcer autrement. Et ce sur quoi on a travaillé principalement cette semaine, c'est sur la possibilité pour les acteurs de devenir voyants. Tout comme Saint-Jean a cette vision, puisque l'Apocalypse est une vision, a cette vision dans le ciel d'une série d'événements. Et donc le but du jeu, c'était vraiment de permettre aux acteurs de voir, de dire ce qu'ils voient, et par là de faire voir. Quelque chose qui n'est pas, mais parce qu'il est imaginé collectivement, il finit par avoir lieu. Et donc voilà, la carrière, c'est devenu notre terrain de jeu pour devenir voyant. Comme disait Rimbaud, on devient voyant par un lent et raisonné dérèglement de tous les sens. Là, c'était un peu similaire, notre tentative de cette semaine, de dérégler les sens par ce campement qui épuise d'une certaine façon aussi. Les corps sont un peu torturés. Habiter en tente pendant une semaine, c'est rude. Et du coup, il y a des choses qui lâchent par rapport à ça. Et la carrière est devenue notre lieu de voyance. Pour moi, je pense que c'est une fascination assez ancienne pour le texte de Saint-Jean, d'abord, qui est un matériau quand même très très étrange et très puissant, à mon sens, qui représente pour moi vraiment une expérience de l'imaginaire très 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 forte. Et en cherchant davantage autour de ce texte, on se rend compte qu'en fait Apocalypse ne veut pas dire fin du monde, destruction totale, ça veut dire dévoilement. Étymologiquement, ça veut dire dévoilement. Et dévoilement en réalité d'un autre monde qui vient après. Et ça, c'est vachement intéressant parce que on est conditionné par ces récits religieux qu'on croit, qui prônent apparemment la catastrophe. Et ça, toute la littérature ou tout le cinéma qu'on voit aujourd'hui est conditionné par ça. Alors qu'il s'agit de la fin d'un système pour commencer un autre monde. Et ça, je trouve ça assez primordial de se dire que l'effondrement de notre système n'est pas forcément l'effondrement du monde, mais bien l'effondrement d'un monde, et que sans doute le monde d'après est déjà à construire maintenant. Voilà, c'est né de toutes ces réflexions, et puis de côtoyer un certain nombre d'auteurs qui avaient pensé, réfléchi, travaillé sur cette question de la catastrophe, et de se dire, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer d'autres récits de la fin du monde que ceux qu'on nous propose tout le temps, quoi. Ça part de là en grande partie. Beaucoup aussi d'un philosophe qui s'appelle Günther Anders, qui travaille beaucoup sur la question du nucléaire, sur le fait qu'à partir du moment où on a commencé à toucher l'atome, pour lui, on est devenus les seigneurs de l'apocalypse, et qu'on vivait dans un délai et non plus dans une durée, un délai entre maintenant et la fin, puisqu'on avait acquis la possibilité de s'autodétruire. Donc voilà, plein de lectures qui ont permis de façonner un processus de travail. Et voilà, on essaye de faire confiance à ce processus de travail, même si ça fait peur parfois. Et parce qu'on ne sait pas toujours où on va, mais on essaye de faire confiance à la façon dont on a imaginé bâtir les choses. Et voilà, donc on tâtonne souvent, mais on trouve parfois. Oui, on trouve toujours quelque chose, mais parfois c'est sans doute souvent c'est pas ce qu'on attendait, mais ça fait peur de chercher.
Bah ouais, c'est effrayant. Enfin, il y a quand même une... Enfin, dans le fait de créer un spectacle, il y a quand même une pression. Il y a quand même une échéance. Et cette échéance... Bah oui, elle pose une pression sur le fait de chercher. Et donc il faut arriver à s'extraire de cette pression-là pour être complètement libre et pas complètement conditionné par le fait de montrer. Et c'est pour ça que voilà, les premiers moments de création, c'est les moments les plus importants en fait, où on a encore la possibilité de tout faire et qu'en même temps c'est un vide, un gouffre énorme. Enfin, c'est des moments de joie et d'angoisse. Mais on survit. Enfin, j'espère. Espérons-le, oui. Voilà, on a traversé plein de choses cette semaine et c'était très riche. Mais très angoissant pour moi aussi. Ouais.